Invité que mon acolyte Vincent Lecamus va vous présenter quelques instants. Mais pour cadrer le sujet, juste un peu, je vais vous annoncer de quoi on va parler, parce que quand on se dit l'agent immobilier en 2050, c'est quoi? On parle de Google Glass, de voitures volantes, de blockchain, bref, tout un tas de sujets possibles et inimaginables et de prospectives. Pour pas partir dans tous les sens et que ça soit quand même concret, on a identifié 3 gros axes qu'on va évoquer aujourd'hui dans cette émission. Le premier axe, ça va être l'innovation technologique. Quelles vont être les innovations technologiques de l'agent immobilier en 2050? Le deuxième gros axe, ça va être les modèles de demain. Quels sont les modèles économiques? On a vu que l'immobilier s'est transformé ces 10 dernières années avec des modèles économiques changeants. À quoi ça va ressembler en 2050? On peut se poser la question. Et en troisième partie, en troisième gros axe, on verra un peu le rôle de l'agent immobilier, le rôle sociétal de l'agent immobilier face à des problématiques comme l'urgence climatique ou d'autres problématiques sociétales. Vince, j'ai bien résumé, je crois. C'est très très bien résumé. Et du coup, on a du beau monde pour discuter de tous ces sujets-là. Déjà... nous, on est Florian Mas, du coup, qui s'est pas présenté, Vincent Lecamus d'Imo2, et on a accueilli autour de la table beaucoup de monde. Je vais commencer par ma droite, qui sera certainement à votre gauche à l'écran, du coup, avec un autre membre d'Imo2, Arnaud Hamzaoui. Comment tu vas? Écoute, je vais très bien, merci de m'avoir invité. Est-ce que tu peux te présenter le plus gros expert Imo2, donc on voulait que tu sois là. Ok. Alors pour me présenter très brièvement, moi je suis Arnaud Hamzaoui, je suis le rédacteur en chef chez Imo2 et effectivement c'est moi qui suis chargé d'aller déceler un petit peu toutes les innovations de la PropTech et de l'immobilier. Super, merci beaucoup, bienvenue et on est très heureux de t'accueillir autour de la table. On est aussi très heureux d'accueillir ton voisin. Sébastien, star. On a des stars sur ce plateau aujourd'hui. Je te laisse te présenter, parce que je le ferais certainement très très mal si je le faisais moi-même. Tu me connais trop bien, tu le ferais pas mal, je suis sûr. Sébastien Tedesco, je suis dirigeant de l'organisme de formation Accélère Immo, qui accompagne les conseillers immobiliers indépendants et les dirigeants d'agences immobilières pour mieux performer et se projeter peut-être dans l'immobilier effectivement de demain. Bienvenue à la table ronde, ça va être très intéressant parce que j'ai encore d'autres invités de très très grande qualité. On a du haut niveau. De l'autre côté de la table, et on commence par Isabelle Larochette. Comment est-ce que tu vas? Moi, je vais super bien. Alors, je rappelle, j'en profite, parce qu'on me donne la parole, je la prends. En l'occurrence, donc, je suis Isabelle Larochette, je suis présidente de la fondation I Love You. La fondation I Love You, elle fédère en fait la profession immobilière à reverser des dons en faveur du mieux logement. Et à cette occasion, nous avons créé un événement annuel qui s'appelle la Journée Solidarité Logement. La Journée Solidarité Logement, c'est aujourd'hui et demain au sein du RENT. Et voilà, vous pouvez faire des dons sur iloveyou.fr. Et cette année, nous allons aider un village qui accueille des enfants qui sont retirés à leurs parents pour maltraitance et vices sexuels. Voilà. Très bien, c'est un sujet qui est très 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 important parce que c'est aujourd'hui qu'on crée l'avenir et qu'on crée l'agent immobilier de 2050. Donc c'est très très bien de faire cette action-là. Nous, on est les premiers défenseurs de tout ce que tu fais. On est très content de t'accueillir. Et à côté de toi, quelqu'un, je ne sais pas si c'est nécessaire de te présenter. Je ne suis pas persuadé que ce soit le cas. Romain Cartier. Romain Cartier, comment est-ce que tu vas? Et est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, parce que tu as beaucoup d'activités? Alors Vincent, merci de m'accueillir. Je vais super bien parce qu'on se retrouve enfin après 2 ans d'absence. Ce salon, pour moi, je l'ai dit à beaucoup, mais c'est Disneyland, évidemment. C'est l'occasion de se revoir, d'échanger, de parler de sujets qui nous importent. Moi, je suis coach, formateur principalement, et donc j'accompagne les conseillers immobiliers, les dirigeants d'entreprise à trouver des solutions du coup pour pouvoir performer dans leurs activités quotidiennes dans le secteur de la transaction immobilière et puis de temps en temps dans les médias, effectivement. Voilà. Partout dans les médias. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on va ouvrir tout de suite la première question. L'agent immobilier en 2050, on est sur un salon qui parle essentiellement de nouvelles technologies, qui présente tout un tas de nouvelles technologies. Je vais laisser la parole à qui veut. Pour vous, c'est quoi l'innovation technologique, la première innovation technologique qui sera la plus présente, qu'on voit aujourd'hui, mais qui sera la plus présente et qui va le plus modifier l'immobilier d'ici 2050? On parle de 2050, c'est loin là, c'est pas dans 2-3 ans. Le but, c'est de se projeter niveau techno. Arnaud, il prend le risque. Allez, je vais prendre le risque. Moi, je vais effectivement mettre mes billes, si on parle de 2050, je vais mettre mes billes sur le NFT et la blockchain.
puisque si j'avais voulu le mettre sur l'IA, je pense que l'IA c'est d'ici 3-4 ans, 5 ans, mais peut-être qu'on en parlera après. L'IA, l'intelligence artificielle pour le jargon. Et donc pour expliquer très clairement qu'est-ce que sont et qu'est-ce que peuvent apporter surtout les NFT, la blockchain au secteur immobilier, imaginez quelque chose qui permette de transmettre l'ensemble des droits de propriété d'un quelconque bien, et donc notamment d'un bien immobilier, de manière totalement dématérialisée, sans avoir besoin d'intermédiaires. Et si c'est lié au registre cadastral, par exemple, nous n'aurons même pas besoin de passer par un notaire, etc. Tout est sécurisé, tout est safe. En tout cas, ça, ce sont les promesses à l'heure actuelle. Et sur la blockchain, justement, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait valider le financement en 5 minutes. Un agent immobilier aurait le pouvoir de valider un financement tout de suite, de s'assurer auprès de la banque que l'argent va passer au bon endroit. On pourrait imaginer des contrats qui sont intelligents, qui pourraient permettre, en fonction de ce que chaque personne a fait, de libérer les droits, comme t'en parlais. Ça permettrait d'accélérer les transactions. Est-ce que, autour de la table, vous pensez, et je vais passer à gauche, il y a Romain qui est un expert de la blockchain. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que vous pensez qu'en 2050, on vendra plus vite grâce à des technologies est-ce qu'il y aura moins comme ça? d'intermédiaires au final? Est-ce que tout le rôle du notaire et de la banque sera assuré par l'agent immobilier ou pas? Peut-être. Vas-y, Isa, je t'en Alors, moi, je vais prendre la parole. Aujourd'hui, on sait, par exemple, que les notaires font des signatures électroniques et que, on devait dématérialiser les actes. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les notaires, ça prend 2 fois plus de temps parce qu'on a dématérialisé et qu'il n'y a rien qui se passe au final. C'est juste plus compliqué et ils ont des dossiers qui n'en finissent pas. Donc, je ne sais pas. Est-ce que on peut imaginer en 2050 que la profession de notaire va disparaître? Ça voudrait dire ça? Potentiellement, ou ils peuvent juste appliquer et vérifier que tout va bien dans la blockchain. Ils peuvent être les garants de cette blockchain aussi. Il y aura besoin de l'officier ministériel pour authentifier l'acte, ça c'est sûr. Maintenant, l'idée de la blockchain, c'est surtout de sécuriser la transaction. Il y a la rapidité de l'exécution dans la finalité du contrat, mais c'est la sécurisation par rapport au transfert d'argent. C'est ça aujourd'hui qui va permettre aux professionnels d'exister, c'est qu'il va être entouré d'outils, qui va permettre de dire aux clients, soyez rassurés, parce qu'on possède des solutions qui garantissent l'entièreté de la transaction. Et si je peux juste rebondir, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Isabelle et aussi Romain. Et sans forcément aller sur une disparition des métiers de notaire, il faut aussi peut-être voir la question des convergences des métiers. Le rassemblement, et tu avais notamment aussi pointé ça du doigt, Vincent, avec la question du financement. Effectivement, on sait qu'actuellement dans l'immobilier, on a beaucoup de choses pour aller très très vite, pour vendre très très vite, et le goulot d'étranglement qu'on a à chaque fois dans l'immobilier, c'est le financement. Donc effectivement, il y a des gros enjeux là-dessus. Et peut-être ou peut-être pas avec la blockchain, je passe la main. En gros, la technologie, elle pourrait juste faciliter ce qui est la plus grosse difficulté aujourd'hui dans l'immobilier, c'est-à-dire de faire s'accorder une banque, un notaire et un agent immobilier pour que tout ça aille beaucoup plus vite. Parce que une sorte de super agent immobilier qui gérerait tout ça, du client. On pourrait imaginer, par rapport à ce que vous êtes en train d'évoquer là, effectivement, parce que je pense que c'est là où les particuliers nous attendent aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait du dépassement de fonction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ne limite plus l'agent immobilier à l'exécution de certaines tâches qui sont inhérentes à la transaction, et comment est-ce qu'il devient la plaque tournante du projet de vie du client dans toutes ces dimensions dont vous parlez, le financement, mais on pourrait en imaginer plein d'autres, dans le déménagement, dans le stockage, dans la rénovation, etc. etc. Et je pense qu'on est attendu sur ce sujet de comment est-ce que je valorise aussi les honoraires par des services additionnels, et c'est toutes les technologies qui vont arriver vont nous aider à faire tout ça plus vite, plus rapidement, la mise en relation entre les professionnels, sécuriser le processus, etc. Et je pense qu'on est attendu par nos clients aujourd'hui sur ce sujet-là. Pardon. Je te coupe la parole. Non, la question, c'est, j'entends ce que tu dis et c'est vrai que c'est aujourd'hui l'attente des clients, mais ça, je pense qu'on ne va pas attendre 2050 pour arriver à ça. Je pense qu'on y arrive petit à petit et que 2050, on sera peut-être au-delà de tout ça. Et est-ce que notre profession sera toujours là ou est-ce que les notaires qui font de la transaction auront pris le lead là-dessus? C'est-à-dire qu'ils vont avoir à la fois le juridique, le financement et le savoir-faire de transaction, puisqu'aujourd'hui, ils sont très agressifs sur le marché. Ouais, moi, c'est un peu la question que j'allais poser. Est-ce que la bataille, ça va être de savoir qui va être le super agent immobilier ou le super notaire ou le super banquier? En gros, qui va arriver à
avoir l'ensemble de la chaîne de valeur sur son métier et il va voir clairement un enjeu et une dispute de profession, à mon avis, entre l'agent immobilier qui voudra ça, le notaire qui dira que c'est lui qui est crédible pour la fin du processus. Oui, il faut qu'on fasse Et pourquoi pas attention. la Qui a banque aussi. plus d'argent et qui a toutes les informations parce que tout part du financement. Qui détient la donnée? Ah, Qui ça part du détient la projet, donnée, il y a mais les aussi notaires ont ont un avantage aussi par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, ils ont des données que nous n'avons pas forcément, agents immobiliers. C'est dommage. Et c'est là où il va peut-être falloir qu'effectivement, on appuie énormément sur la formation des agents immobiliers et qu'on devienne un peu plus, je dirais, des formations juridiques, mais poussées pour qu'on puisse pouvoir faire tous ces services et répondre à la demande. Et justement, pour reprendre une partie de ce que disait Sébastien Tedesco, est-ce que le vrai sujet, c'est pas comment l'agent immobilier il s'adapte à ça? Comment il fait pour mettre son service au bon endroit? Parce que potentiellement tout ça, ça existera demain. Comment il fait pour apporter de la valeur au client alors que la technologie fera une partie du métier? Force est de constater qu'on va aller vers ce sujet-là. Et du coup, comment on fait pour apporter du service en tant qu'agent immobilier si la techno va jusque-là? À quoi on sert réellement? C'est quelle est la plus-value finalement de l'agent immobilier si le consommateur a la vérification des données sur Internet, s'il a des visites virtuelles qui sont en face de lui? Pourquoi le client choisirait de travailler dans le cadre d'une vente d'un bien ou de la recherche d'un bien avec un professionnel de l'immobilier? C'est là la question. Et à quoi on sert? Aujourd'hui, il y a 1 million de transactions en France. Il y a 700 000 transactions qui sont faites par des professionnels et on a encore un a priori vis-à-vis de la profession. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte de l'émotion, on apporte de l'accompagnement. Et ça, ce n'est pas des choses qui se mesurent de manière numérique. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on achète un bien, on s'engage sur une longue durée. Quelqu'un qui vend son bien, il se sépare de son bien dans lequel il est depuis très longtemps. Donc la part émotionnelle qui est liée à la vente ou à l'achat immobilier, c'est quelque chose de fort. Et les agents aujourd'hui qui sont formés sur la technologie, c'est essentiel, c'est capital. Les outils qui existent doivent faire partie de l'environnement de l'agent immobilier, mais la valeur ajoutée, c'est la relation avec la personne, ce qu'on va mettre en place comme stratégie. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucune application qui est capable de transmettre de l'émotion quand on visite un bien ou quand on prend en compte les données d'un client qui veut vendre son bien parce qu'il est muté ou parce qu'il est dans le cadre d'une succession. Et pour toi, l'agent immobilier, il sera plus psychologue que technophile au final. Mais il a toujours été, il continuera de l'être. Et au contraire, la technologie lui permettra de faire toutes les tâches qui peuvent être industrialisées, qui peuvent être... Il y a aujourd'hui, le métier d'un conseiller immobilier, c'est d'accomplir tellement de tâches, pour certaines très chronophages, dans lesquelles sa valeur ajoutée est nulle. Si la technologie permet d'industrialiser tout ce qui peut l'être dans le processus d'accompagnement d'un client pour lui permettre de se libérer plus de temps pour justement accompagner le client là où est notre valeur ajoutée, qui est cet accompagnement émotionnel, psychologique, dans des transitions de vie qui sont parmi les plus importantes d'une vie, là, la technologie, pour le coup, elle a beaucoup de sens si elle nous permet de prendre en tout cas cette direction-là. Ouais. Mais là, pour rebondir sur ce que disait Isabelle tout à l'heure, ça, c'est pas 2050. Si possible, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est pas 2050. Après, je pense que je rebondis sur pas mal une terminologie qu'on a beaucoup entendue lors de nos voyages de prospection aux États-Unis. C'est un peu la notion d'agent immobilier augmenté. C'est-à-dire que l'agent immobilier est là, mais il a tout un tas d'outils qui travaillent pour lui sur toutes ces tâches chronophages et puis tout ça dans sa poche pour qu'il se concentre sur la chose essentielle qui est la relation. J'ai essayé de faire mes devoirs hier dans le train et d'imaginer donc ce monde, parce que imaginer le monde de 2050, concrètement c'est impossible à la vitesse à laquelle vont les choses aujourd'hui. Donc j'ai essayé d'imaginer en 2050 un agent immobilier qui ne travaillerait plus sous la coupe d'un réseau, d'une enseigne, etc., mais qui serait sa propre marque. C'est vraiment la direction vers laquelle, à mon avis, on tend dans les années qui viennent. Il est sa propre marque, il a ses propres outils, sa propre équipe. Comme on peut rallier en 2050 Rennes à Nice en moins de 40 minutes, il peut opérer sur l'ensemble du territoire parce que les gens préféreront faire appel à un professionnel qualifié, expert de son domaine, tant bien même il est à 1500 km puisqu'on n'aura plus cette barrière de la distance à ce moment-là. Le salariat aura disparu. Donc on aura effectivement tout un tas de gens qui travailleront à leur propre compte et qui l'accompagneront au quotidien dans l'ensemble de ces tâches. Et comme il pourra accompagner plus de clients et mieux les accompagner, etc., sûrement qu'il y aura un sujet d'honoraires plus raisonné, probablement par rapport au niveau qui est celui qu'on a actuellement. Mais par contre, on captera peut-être 100% des transactions. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce sujet-là ? Je passe la main à gauche parce que vous êtes tous les deux des professionnels de l'immobilier. Est-ce qu'on va vers des honoraires plus raisonnés avec la technologie ? Alors moi, déjà, on entend bien raisonner, c'est-à-dire baisser vos honoraires. Oui, baisser les honoraires, mais poliment. Ça dépend comment on calcule les honoraires.
Ça dépend là où on les place. Moi, j'ai un problème avec la baisse des honoraires, c'est qu'on a un vrai travail et c'est d'affirmer ce que notre travail que de prendre des honoraires. Alors après, effectivement, on peut les modérer. On peut surtout les expliquer déjà en les justifiant avec une panoplie d'outils enfin adaptés. C'est-à-dire que fini l'ouvreur de porte, pas de place à l'improvisation. Je ne suis pas pour la baisse des honoraires. Je suis pour on va dire la multiplication des services ajoutés. C'est-à-dire qu'effectivement, un client, quand il vient nous voir, il a besoin d'un rédacteur d'actes, il a besoin d'un publicitaire, il a besoin d'un décorateur, il a besoin d'un notaire, il a besoin de performance et de multicompétences. L'agent de demain qui n'est pas formé est mort. Là, il faut en être conscient. Et que fini l'ouvreur de porte, pas de place à l'improvisation. Il va falloir offrir une panoplie de services, certes très grande. Et bien tant mieux, ça fera de la place pour ceux qui ne sont pas bons et ça fera de la place aux meilleurs. Parce qu'il faut se mettre à la place du client. Quelqu'un qui va dépenser 5 000, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 euros d'honoraires pour recourir à un service, et ben, il va falloir qu'il ait une vraie plus-value, une vraie valeur ajoutée avec la personne avec laquelle il travaille. Alors je rebondis. Donc en fait, tu es en train de dire qu'il faut qu'il y ait des professionnels. Il faut qu'on soit reconnu comme des professionnels et qu'on soit formés. Mais ça, si tu veux, aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. C'est d'aller vers une professionnalisation et pas une activité, parce qu'on pourrait parfois penser, et ça j'aime bien le dire et le répéter, c'est que le métier d'agent immobilier, c'est vraiment c'est un métier et pas une activité. Et que ce que tu es en train de dire aujourd'hui, ça devrait être le cas d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'il faut se former. Oui, c'est valable pour un ensemble de professions très très large et pas seulement liées à l'immobilier. Mais aujourd'hui, on se tend de plus en plus à la professionnalisation de chaque métier. C'est marrant parce que je discutais tout à l'heure en sortant de la conférence là, de ce sujet-là. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, j'en ai entendu parler hier, c'est l'illusion de la facilité. Exactement. Le sujet du professionnel de l'immobilier, c'est de réussir à créer ce truc que le client il a l'impression que c'est facile. Et ça se fait avec énormément de travail. Il va devoir se former sur la technologie, il va devoir se former sur tous les éléments dont tu as parlé tout à l'heure. Et j'ai juste une dernière question avant qu'on change de sujet, c'est est-ce que demain, en termes de technologie, le métier du professionnel de l'immobilier, c'est pas de choisir les meilleures technologies qui sont les plus adaptées pour créer la meilleure expérience client qui est adaptée à la clientèle qu'il a sur sa zone de chalandise, parce que chaque personne, en fonction des biens qu'il achète, n'a pas forcément les mêmes besoins, ni les mêmes besoins d'accompagnement. Donc à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas le rôle du professionnel de l'immobilier de choisir les meilleures technologies, de créer la meilleure expérience client et donc du coup... Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à notre profession, c'est-à-dire qu'on voit émerger énormément de solutions technologiques. L'agent immobilier concrètement est perdu dans l'ensemble de ces solutions et dans comment est-ce qu'on les lie ces solutions. Et je pense que ce qu'on va vivre dans les prochaines années notamment, c'est comment est-ce que ces solutions technologiques vont pouvoir se lier entre elles pour créer vraiment un parcours technologique qui soit le miroir du parcours que vit le client. Aujourd'hui, c'est fait de manière trop interdépendantes finalement. Donc quand on va pouvoir lier les technologies entre elles, et je sais que beaucoup d'entre elles sont en train de réfléchir à comment justement se rapprocher, il y a une vraie réflexion qui est en cours sur comment est-ce que on vient calquer le parcours d'un client et qu'on mette les solutions technologiques qui vont bien en face. Aujourd'hui, c'est encore trop dispersé dans le paysage. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question qui va nous permettre de changer de sujet. Au final, est-ce que c'est à l'agent immobilier de terrain de créer ça, ou est-ce que c'est pas les grandes enseignes? Ouais, j'allais rebondir là-dessus parce qu'on parle quoi, le modèle de gérer plein de métiers, de faire de plus en plus de choses, remonter la chaîne de valeur, gérer les technologies. Est-ce qu'au final, l'agent immobilier seul va encore exister? Quels vont être les modèles de demain? Est-ce qu'on ne va pas aller vers des plus grosses équipes, mais des équipes spécialisées, où il pourrait avoir un agent immobilier spécialisé blockchain, un financement, où chacun a une compétence, donc plus un rôle de team. Donc ça, c'est des modèles qu'on voit se déployer aux États-Unis et qui fonctionnent très bien. C'est que l'agent immobilier seul, alors oui, on voit aux États-Unis sa face seule sur la pancarte, mais derrière, il y a toute une équipe d'agents immobiliers, de rentreurs, de sorteurs. Il y a des spécialistes des leads, l'agent immobilier devient une agence en tant que telle. Donc ça peut être une piste de modèle, mais je pense qu'il y en a d'autres. Et on le voit, ça évolue aujourd'hui avec les modèles de market center qui changent la dimension et la taille du lieu physique. Selon vous, 2050, c'est quoi le modèle? Est-ce qu'on est encore sur un modèle type agence immobilière avec un lieu physique qui réunit des personnes? Est-ce que, comme disait Vincent, ce n'est pas des réseaux et des franchises qui doivent gérer tout ça? C'est quoi votre vision, Arnaud? Toi, je sais que toi, tu es passionné d'e-buying, toi.
Voilà, Toi, tu vas en parler demain, je pense que tu peux nous faire une aparté là-dessus, parce que ça peut être aussi un modèle. Effectivement, en fait, j'attendais que les gens proposent leur modèle et pour arriver et poser la question de l'iBuying. Donc, pour expliquer qu'est-ce que c'est que l'iBuying, pour si certaines personnes ne sont pas au courant, ce sont des entreprises avec beaucoup de fonds qui vont faire une proposition très alléchante. C'est je vous fais une estimation et en 48 heures, je vous fais une offre d'achat. Et si en réalité, vous avez 14 jours pour l'accepter, etc. Mais la promesse de base, c'est vous êtes propriétaire, vous vendez votre maison au prix du marché sous 48 heures. C'est marchand de biens 2.0, quoi. Ce Si sont, je résume. effectivement, ils ont été vendus depuis quelques années comme les disrupteurs, les nouveaux innovateurs de l'immobilier. Mais c'est vrai que dans les faits, on peut les résumer à des marchands de biens 2.0, puisque ce sont des gens qui vont acheter des biens, les revendre plus cher, soit via Les des valoriser. évolutions, soit via des dynamiques de marché, soit une revalorisation, etc. Soit en réalité, ils achètent un tout petit peu en dessous, ils mangent sur la commission acheteur, commission vendeur, mais ça, c'est très compliqué. Par contre, juste pour revenir sur le sujet de la table, aujourd'hui, c'est un modèle qui commence à trouver une résonance. Et justement, juste pour compléter ce que tu disais, la différence avec les marchands de biens, c'est que le marchand de biens, c'est lui qui va chercher et identifier les biens qu'il veut acheter. Alors que le iBuyer, c'est une plateforme sur laquelle les particuliers peuvent venir et vendre leurs biens. Et donc, du coup, ça vient à eux. Et aujourd'hui, aux États-Unis, je ne sais pas quel pourcentage du marché, est-ce que tu as les chiffres là-dessus? Je sais qu'ils ont dépassé les 1%. Sur les villes test, qui sont Phoenix, enfin sur la ville test en fait, qui est, je ne sais pas pourquoi, qui est leur espèce d'écosystème à tous, que ce soit les open doors, les îlots et tout, ils étaient à 5% quand même. Sur Donc Phoenix. ça représente 5% du marché sur une grande ville, Phoenix. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui va perdurer, exploser, ou est-ce que, et si c'est pas le cas, quels sont les autres modèles qui vont se mettre à côté, selon vous? Moi, je reste sceptique par rapport à ça. Mais bon, c'est peut-être l'âge aussi qui veut ça. Je suis plus sur le côté humain que sur le côté. Et puis aussi, je pense qu'on est des latins et que les Français, ils aiment bien négocier au juste prix et que d'aller céder leur maison en dessous d'un prix marché, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va rentrer... Au prix marché. Ou au prix marché. Effectivement, on perd l'aspect négo. Là, c'est généralement sur les e-buyers, c'est quand même un algorithme qui définit plus ou moins l'offre d'achat, si je dis pas de bêtises. Non, et mais que je suis l'idée, encore à si j'ai jour. bien Plus ou compris, moins ça, oui. c'est que ces marchands de biens 2.0 achètent et revendent de toute façon. Ouais. Donc ils vont acheter, on va gagner du temps dans la vente. C'est pour ça ça s'adresse à une clientèle qui est assez pressée ou qui a un projet de rachat derrière ou un projet de vie tout simplement. Mais est-ce que ça nous correspond? Je ne sais pas. C'est sans doute un modèle économique qui va rentrer de toute façon dans l'instruction des transactions immobilières et même en France, parce qu'il y a des gens qui sont très contents de pouvoir céder leurs biens en 48 heures sans avoir à s'occuper de rien du tout. Donc la cible sera peut-être plus étroite que dans des pays anglo-saxons qui ont une ouverture et une culture différente de l'approche de la vente de leurs biens. Mais ça fera partie de toute façon des options qu'on pourra proposer. C'est ça qui est bien. C'est finalement la transaction immobilière, elle pourrait se faire un peu à la carte. Ouais, tu penses qu'il y aura plusieurs options, il Oui. n'y aura pas un modèle qui va Non, moi je pense émerger. qu'on est tout à fait capable aujourd'hui d'écouter vraiment ce dont le client a besoin et ce dont il a envie, et qu'on pourra justement adapter une commercialisation en fonction du projet de vie, c'est-à-dire l'urgence de la vente, le projet futur, le prix souhaité, etc. Et c'est ça qui est bien. Et ce qui est génial avec ces nouvelles technologies, c'est qu'on va apparaître comme des indispensables parce qu'on va posséder et on va maîtriser ces fameux outils qui font que demain, l'intermédiaire devient juste indispensable. Je te suis totalement sur ce sujet-là. Pour moi, le iBuying va se positionner un peu comme un filet de sécurité. C'est-à-dire que le vendeur, il saura dire « j'ai un iBuyer qui peut acheter mon bien à ce prix-là ». Sauf que je te rejoins, Isabelle aussi, la plupart des vendeurs, ils voudront en tirer le maximum de leur bien immobilier. Et là-dessus, c'est sûr et certain. Mais ils auront un filet de sécurité. Donc le rôle de l'agent immobilier, il va être transformé par rapport à ça. Maintenant... On va je oublier voudrais les juste qu'on pré-relais. parle d'autre chose que du iBuying, parce qu'il y a une table ronde incroyable demain. Tu peux rappeler l'heure, comme ça on... De 10h à le 10h45. Et moi, si je peux juste me permettre d'apporter quelque chose, juste pour aller justement dans votre sens, c'est que aujourd'hui, les grands analystes des iBuyers ont décelé que la vraie opportunité de ces business, c'était de vendre des leads aux pros de l'immo. les professionnels. Parce qu'en fait, ce sont les On en leads. revient En vrai, toujours le là, propriétaire qui vient pour vendre sa maison, Évidemment. si je ne peux pas lui acheter parce que mon algorithme dit il rentre pas dans les clous, ça reste un lead. Ça reste un lead qui veut vendre. Et ça, les agents immobiliers, ils payent pour ça. Et justement, Exactement. en parlant de ces agents immobiliers, moi j'ai une question pour tout le monde. Aujourd'hui, on voit les modèles qui changent. On voit des mandataires, on voit des agences immobilières low cost qui se digitalisent énormément et qui sortent du low cost d'ailleurs. On voit des agences immobilières traditionnelles qui continuent
a très bien fonctionné. On voit des market centers. Pour vous, c'est quoi les modèles de demain et ce sera quoi le modèle de l'agent immobilier? Est-ce que ce sera toujours un agent immobilier? Est-ce qu'il sera affilié à quelqu'un? C'est quoi le modèle qui sera prépondérant? Toi, t'as réfléchi à la question? Ouais, moi je vois bien moi j'aime bien l'idée c'est la marque blanche en fait. Je vois bien quoi qu'il arrive une tête de réseau. Après on s'en fiche qu'elle soit market center, soit une grosse structure, une petite structure, etc. Mais qui ne sert que de boîte à outils et de fonction support à l'agent immobilier de terrain, qui travaillera encore une fois, et je le redis, sous sa propre marque à lui et qui utilisera les services d'une entité qui elle commercialisera ses outils, cette boîte à outils en marque blanche. Et on le voit de plus en plus, ces market centers, mais d'autres, où on a encore une fois des logos de réseau qui diminuent et des logos de conseillers immobiliers qui augmentent. Je pense qu'on va aller de plus en plus là-dessus. Sur des statuts d'indépendants, à mon avis, quoi qu'il arrive. Il y a une hybridation en fait de la profession entre un système économique classique qu'on connaît, une agence traditionnelle, et puis ces modèles de center qui forment, qui proposent une structure dans laquelle les gens peuvent se réunir. Il y aura sans doute un modèle hybride de tout ça, et c'est très bien. Il faut juste savoir s'adapter. Ne jamais avoir d'a priori par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui et ce que ça va être demain, mais toujours, je crois que c'est essentiel parce qu'on ne parle jamais du client dans tout ça. Oui, et c'est quand même essentiel finalement de replacer le besoin client au cœur de ses priorités, c'est de se dire qu'est-ce que voudra le client? Il voudra de la simplification dans la planification des tâches, il voudra l'exécution de l'achat ou de sa maison de manière simple, efficace. Donc en fait, il faut toujours se dire finalement tout ça c'est bien, mais où est-ce que je positionne le client là-dedans? Et j'ai juste une question pour aller plus loin là-dessus, parce qu'on parle effectivement de la marque blanche, de l'hybridation de la profession et compagnie. Mais pour vous, est-ce qu'il y aura encore des points de vente physiques? Est-ce qu'il y aura encore des agences immobilières traditionnelles dans la rue? Est-ce qu'il y aura des pas de porte? J'allais rebondir là-dessus parce que le tissu économique français, c'est beaucoup d'agences indépendantes quand même si c'est pas forcément les marques les plus visibles. La réalité du marché, c'est que là devant nous, il y a tout un tas de professionnels de l'immobilier et je pense qu'il y en a un paquet qui sont indépendants. Est-ce qu'ils seront encore là? Comment vous serez là? Vous en pensez quoi? Différemment, certainement. Mais moi, je vais plus. Je pense qu'on sera plus. Il y aura plus. Je vous rejoins. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'indépendants. Moi, je pense que les agences. On a un nouveau vocabulaire aujourd'hui. C'est drôle parce que dans les réseaux de mandataires, on parle des agences vitrines. Donc moi, ça me fait rire parce que j'ai pas le même âge que vous. Je suis un peu plus âgée, mais j'ai vu l'évolution du langage immobilier. Donc on parle aujourd'hui d'agences vitrines. Et j'ai du mal à imaginer que dans 50 ans, il puisse encore y avoir des agences vitrines parce qu'aujourd'hui, on sait que le digital fait que notre vitrine elle est à 360 degrés et qu'on aura de tels services qu'on n'aura peut-être plus besoin de ça. Mais je reviens aussi sur Romain. On ne parle pas du client et je pense que le client il attend aussi un contact humain parce qu'on parle de technologie, on parle de tout ça, mais l'humain dans tout ça, l'accompagnement, le coach de vie, moi je le vois bien aussi, c'est-à-dire que la personne avec les outils technologiques va pouvoir accompagner son client, peut-être être plus proche des régions, de son environnement, c'est quelqu'un qui aura une vue peut-être un peu plus large sur le rôle d'agent immobilier, sur l'activité des enfants, sur les écoles, enfin voilà. Je rebondis parce que j'ai une petite anecdote là sur ce que tu disais, donc un peu la disparition des vitrines. Ce matin, il y a un client à nous d'Imo 2 de longue date qui est venu nous voir. Il a changé de couleur. Avant, il était mandataire et en plus, il était... je ne citerai pas le réseau, mais dans le top 3 de ces réseaux de mandataires et toujours à défendre ce système. Et puis il est passé de l'autre côté, agence vitrée, chez un autre réseau, peu importe le nom. Puis je lui ai demandé, alors, il m'a dit, non mais c'est fantastique. Ma vitrine, j'ai pris un super emplacement parce que j'avais les moyens par contre, vu que j'avais de la bouteille dans le métier. Mais ça change ma relation au client. Je crée des événements. Là, il y a des artistes, on fait une expo. Et tu vois, je voyais qu'il était heureux parce que ça recréait le contact, ce lieu physique au final. Alors que c'était le premier. Tu vois, le modèle mandataire, il a exploité. Il était top dans les réseaux. Tu vois, ça marchait trop bien. Et je voyais pétiller, genre non, c'est trop bien. Il y a une relation que j'avais pas avant. Ça change mon métier, quoi. Donc, je sais pas, moi, L'humain, il est dans la localité, donc il y a un moment, il faut des lieux. Les acteurs locaux seront toujours des acteurs qui sont très forts. Peut-être que l'agent traditionnel, vitré, comme on l'appelle, sera encore présent, mais avec une forme diversifiée. C'est-à-dire qu'il va peut-être accueillir aussi, ça sera peut-être un lieu d'exposition. Il y aura une différenciation dans la partie purement communication et administrative. Ce ne sera plus une agence immobilière, ce sera un lieu de rencontre avec effectivement une possibilité d'exposer des biens à la vente, mais ça sera aussi
aussi un espace culturel, pourquoi pas. Et il va y avoir une diversité de la proposition de solutions. Voilà, ça peut être ça, l'agence de demain, si elle existe en tant que telle, si le local existe en tant que tel. Il faut que le client puisse y trouver un confort, un lieu de vie dans lequel il va pouvoir parler de son projet, et puis il va peut-être pouvoir aussi trouver au sein de la même... il va peut-être pouvoir, pourquoi pas, dîner le soir, parce que ça sera peut-être une agence qui fera restaurant. J'ai écrit un sujet là-dessus et c'est assez passionnant parce qu'on peut tout imaginer. Si le local en tant que tel continue d'exister, comment doit-il être? Comment doit-il se transformer? Qu'est-ce qu'il doit apporter de plus? Il ne fermera pas à 19h. Alors, moi, il y a quand même quelque chose... parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on est en train d'opposer le mandataire et le vitré. Et cependant, ça existe déjà aujourd'hui des agences, des espèces de... Alors, je pense que je n'ai pas le droit de citer de marque, mais des agences de coworking de mandataires où ils organisent des expositions, etc. Ah oui, et en fait, aujourd'hui, le mandataire est déjà revenu à la vitrine, certainement pour des raisons. Je pense qu'on a, et même en 2050, on aura toujours un affect avec le commerce de proximité au sens la vitrine, en fait. Et n'oublions pas que même si aujourd'hui c'est l'avènement d'Amazon, etc., quand vous calculez, quand vous rachetez un fonds de commerce, ce qui compte toujours, c'est le passage. Regardez ce qui s'est passé il y a 10 ans. Toutes les petites enseignes, les petits casinos sont partis, c'était fini, il fallait que des grandes surfaces, etc. Depuis 5 ans maintenant, dans tous les coins de rue, vous avez des casinos shops, vous avez des Carrefour City, etc. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est ce besoin de revenir à la proximité. On a besoin de consommer dans notre propre rayon de logement. Et en fait, ce retour à la proximité, c'est quelque chose de plutôt très très fort. En fait, on aime manger local, on aime acheter local, et du coup, on aimera retrouver des gens parce que ça donne une référence et ça rassure en fait. Ça rassure d'avoir la personne qu'on connaît. Donc il y aura un trajet clair. Ça fera partie des services dont tu parlais tout à l'heure. En fait, parmi tous les services du professionnel de l'immobilier, il y aura le fait de créer ce lieu de proximité dans lequel on peut venir échanger, on peut revenir à l'humain. Je vais juste rajouter, je pense que, je suis sûr à 100% d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ça c'est 10 ans. 2050 pour moi, il faut imaginer peut-être des choses inimaginables, mais la vitrine, oui, je pense que c'est ce que tu disais Arnaud, mais la vitrine comme outil de captation de leads, parce que le mec il va regarder la vitrine comme ça et puis on va capter avec son visage qu'il a une intention X ou Y et on va pouvoir récupérer ses coordonnées et le recontacter, etc. Donc la vitrine, capteur oui. de chaleur, voir si émotionnellement qu'est-ce qui se passe mais en regardant 100%, cette bien. Pas l'agence dans laquelle on va pousser la porte pour rencontrer un humain, une vitrine, oui. Et il ne faut pas oublier qu'on parlait des mandataires, mais enfin peu importe. Oui, les gens ont besoin de proximité. Oui, certains de ces indépendants ont été des acteurs de la reconquête de certains territoires qu'on avait abandonnés en termes de transactions dans les mains des notaires, par exemple, parce qu'on n'avait pas le coût d'opportunité pour avoir une agence physique. Donc le besoin de proximité, oui. Un vrai point de vente physique. En 2050, moi, j'y crois pas trop. Non, mais par contre, on aura peut-être effectivement des vitrines et des agences virtuelles où les gens pourront venir chez un indépendant et ils viendront simplement en téléportage. On va aussi se poser la question du coût du local commercial, de la raréfaction, effectivement, parce qu'on peut aussi, si on doit penser jusqu'en 2050, justement, on sait que l'immobilier, c'est pas une denrée illimitée. On commence à de plus en plus se marcher dessus. Les coûts des commerces commencent à être de plus en plus élevés. Et est-ce que effectivement, la vitrine, ça va pas être une vitrine que l'agence va payer, je sais pas, 2 jours par semaine, et c'est un écran publicitaire qui change, géré par JC Déco. Et pour juste backer aussi ce qu'a dit Sébastien, si vous imaginez qu'une vitrine qui est capable de capter vos infos, c'est de la science-fiction, sachez que les publicités animées dans le métro parisien avec marqué Clear Channel captent déjà l'ID de votre téléphone et vous anonymise, mais est capable ensuite de savoir que tel ID est resté tant de temps sur une publicité. Et ça, c'est le cas en 2021. Il y avait même une expérience qui avait été faite que j'avais trouvé hallucinante d'un tableau, d'un panneau publicitaire d'un 4x3 télévisuel d'une marque de voiture où quand tu descendais de ta voiture, ils t'identifiaient et ils étaient capables de te montrer la voiture qui correspondait le plus à tes besoins. C'est-à-dire qu'au-delà d'identifier que tu as chaud, que tu es chaud pour acheter quelque chose, ils ont déjà les informations en amont. Ils savent qui t'es, ils savent où est-ce que tu as été visiter des choses, qu'est-ce qui te plaît, combien tu as d'enfants, ils savent tout sur toi à ce moment-là. Donc effectivement, la pub va s'adapter. Ouais, on n'est plus dans une logique de je scrolle des annonces immobilières sur Se Loger, mais j'ai instantanément une sélection des 10 biens coup de cœur possible. On va passer de l'intentionnisme au prédictif en fait. C'est-à-dire qu'on sera capable déjà de te pousser l'appartement ou la maison dont tu as besoin, avant même que tu aies clairement entamé ton projet, parce qu'on saura de compte tenu de ton comportement et de tous les indices que tu auras laissés sur ton passage,
on saura exactement à quel moment tu as besoin d'acheter ou de vendre. Et l'agent immobilier aura cette info. Potentiellement, il aura Carrément. cette info, il saura te pousser. Donc on pourrait imaginer que le particulier change plus souvent de logement aussi, parce que si à chaque coin de rue, on me Alors, c'est pousse ça. le logement de mes rêves... Du coup, va falloir que les et on crée une envie. Du coup, ça pose la question de dans 2050, on vendra quoi en fait? Non, mais ça, On c'est vendra la quel question type du d'habitat logement, en fait. C'est-à-dire qu'on va être amené de plus en plus à consommer du logement finalement et à rendre le logement non plus comme on le connaît aujourd'hui, même si les ventes se font de manière de plus en plus rapide sur un même logement, on peut supposer peut-être que dans 30 ans, on va être amené à transformer aussi la transaction qui sera peut-être plus sous cette forme qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'achète 4 logements par an, quoi. Du coup, les Mais transactions, pouf. Est-ce que ce sera de la transaction Non, justement? Est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours de la transaction ou Non. est-ce que ça va se transformer Je en pense- location ou dans Ouais. une forme de LOA qui est un Je peu pense qu'on aura, l'entre-deux? on aura tout un pan du marché qui sera de l'économie de l'usage. On sera abonné à un logement, on sera abonné à l'idée d'un logement. En fait. Ah, c'est un Et peu tu le- paieras ton abonnement et tu changeras au fur et à mesure de tes besoins, tu changeras le montant de ton abonnement, comme tu le fais dans plein d'autres domaines aujourd'hui. Ça me fait penser au 5e élément, tu vois, où il rentre avec sa carte dans son l'organisation logement, du il n'a pas patrimoine, payé, il est à la porte. on quoi. sera- le On co-living. sera plus là. Exactement. Le Moi, bien rapport avant dont on toi. est en train de parler psychologiquement, c'est le rapport qu'on a avec celui du co-living. Et effectivement, aujourd'hui, le co-living, pour rentrer dans certains co-living, il me faut une carte. Et si j'ai perdu mon badge, soit j'ai un voisin, soit je vais rester à la porte. Mais c'est un rapport au logement, effectivement, qui est en train de s'instaurer et qui va être hyper intéressant. On peut aussi parler des grandes entreprises qui s'appellent des super buyers aux US, qui rachètent à tour de bras et à tour de bras des logements pour les mettre en location et qui, eux, n'ont pas l'intention de les revendre derrière. Donc on pourra se poser la question, est-ce qu'on va pas avoir des méga propriétaires? Max en fait. Voilà, c'est carrément. ça. Puissance 50. Ouais. Mais dans cette optique, Et tout ça impacté par aussi le prix de l'immobilier qui continue d'augmenter versus les salaires, quoi. À un moment, Oui, et ça devient tenir compte compliqué de aussi s'acheter, de devenir propriétaire, quoi. 2050, mais quand on voit ce qui va se passer l'année prochaine sur la loi climat et résilience, il va y avoir évidemment une transformation du parc immobilier partout dans le monde sur des copropriétés vieillissantes notamment. Et tout ça, ça va avoir un impact logique parce que entre la valeur réelle du bien tel qu'il est et la rénovation énergétique qui la compose, il va y avoir un tel écart que demain, c'est peut-être sans doute ces multi-gros bailleurs qui vont être capables de racheter. vont faire Mais la du coup, différence. parce que c'est intéressant, mais du coup, quel est le rôle de l'agent immobilier à ce moment-là? S'il Là- y a beaucoup moins de transactions et qu'il y a des méga propriétaires et qu'on est sur de l'économie d'usage, quel devient le rôle de l'agent immobilier concrètement? Parce que ça ne constituera qu'une partie du parc immobilier. Il y a Oui. toute Tout ce qui sera rural, l'immobilier on n'est pas résidentiel sûr et que- rural qui devra de toute façon faire l'objet de quelque chose de peut-être plus traditionnel. Et du coup, Est-ce que l'agent immobilier aussi ne sera pas à vendre aussi si on imagine des grands propriétaires où je peux me déplacer d'un logement à l'autre, il faut bien que je choisisse un grand propriétaire plutôt qu'un autre. Il faut bien que je m'affilie à une marque. Mais on en revient, je pense, au coach en transition de vie, quelqu'un qui va vraiment t'accompagner Yes. pour prendre les bonnes décisions, Mais- sachant qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'immobilier. Il y a le déménagement, il y a la Mais c'est décoration, il y ça, a c'est ce que l'ameublement, tu il y a dis. plein de En fait, sujets autour. C'est le rôle d'accompagnant en fait qui est très fort. C'est-à-dire, soyez rassurés, je m'occupe de tout, je prends tout en charge. On prend le cahier des charges et là, on va s'occuper de tout ce qui va être connexe à la transaction et on sait combien ça peut être chronophage, technique et complexe pour un particulier. Et c'est là où le savoir de l'agent immobilier devient Ouais. important. On repart sur la formation et j'ai une question du coup pour passer au troisième sujet qui est-ce que ce sera partie du rôle de l'agent immobilier d'être un accompagnant, mais d'être un accompagnant aussi face à l'urgence climatique? Tu parlais de rénovation énergétique tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un vrai sujet au niveau immobilier, au niveau du professionnel de l'immobilier, à accompagner le client qui veut aller vers sauver la planète, être ensemble? Enfin, il y a un enjeu l'impact solidaire autour de sociétal, l'immobilier. et on pourra en reparler avec I Love You, mais quel est l'impact sociétal sur toutes les Mais thématiques il en est 2050? déjà là, il a toujours existé. L'agent immobilier a un impact dans les 5 plus grands enjeux de notre société aujourd'hui, que ce soit les enjeux écologiques, des enjeux de lien social, d'insertion professionnelle, de mobilité, de santé publique. On est déjà aujourd'hui des acteurs qui impactent d'une manière ou d'une autre en tant que fournisseur de logement ces 5 enjeux qui sont fondamentaux d'un point de vue sociétal. Donc j'ai toujours pensé qu'il y avait une responsabilité sociétale très forte de l'agent immobilier. Il n'y a aucune raison qu'elle évolue, que ça ne change pas dans les années qui viennent. Au Elle sera contraire. peut-être un peu plus accentuée Ouais, dans la responsabilité Est-ce qu'on va de... responsabiliser les agents immobiliers C'est sur ça. ces sujets-là? Eh bien, Qu'est-ce que t'en penses il va y Toi, avoir t'es en un vrai plein travail de fond, mais j'espère, oui, la question est de savoir si on parle et en 2050, quid Le de logement la indécent. solidarité, Ouais.
quid le mal logement, et c'est un vrai sujet parce que aujourd'hui on est c'est très très critique, et je pense que nous, agents immobiliers, on a un vrai rôle là-dessus, de conseil, d'accompagnement et voilà. De sensibilisation. De sensibilisation. De Tout à fait. redynamisation. Tout à l'heure, vous parliez de certains exemples, parce qu'on parle beaucoup de l'impact écologique, etc., des problèmes de se loger, parce qu'on est beaucoup dans certaines villes, mais les agents immobiliers aussi ont permis de repeupler et redynamiser certaines régions, avec aussi derrière une redynamisation économique. Et c'est là où l'agent il prend aussi sa place en tant qu'acteur sociétal. Et plus largement que ça, la question de est-ce que l'agent va devoir prendre un rôle, j'ai envie de vous dire, vu ce qui se passe, vu les problèmes écologiques déjà, et notamment ceux qui sont liés à notre secteur, en fait là on est en 2021, on est dos au mur. Donc oui, l'agent va devoir. Enfin, la réponse, elle est claire. Sinon, Surtout, c'est se rendre complice. ça passe par ce que tu disais, Romain, tout à l'heure. Ça va être une demande du particulier, ça va être une demande du client au bout d'un moment. On est tous au courant, on va être de plus en plus au courant et on va vouloir agir dans ce sens-là. Donc il y aura forcément un moment ou un autre. Le professionnel de l'immobilier devra être conseil sur ces sujets-là. C'est ça. En tout cas, les générations qui suivent sont, eux, très touchés par ça. Et donc, je pense qu'ils seront plus avertis et plus concernés. Une lettre du DPE suffira plus, quoi. Ils voudront plus d'infos qu'un ABCDE. Mais ils seront acteurs aussi, je pense, parce qu'aujourd'hui, ils sont très concernés, les jeunes, contrairement à notre génération où on découvre et on agit un peu comme on veut, comme on peut. Mais je trouve que la génération qui suit, c'est une vieille qui vous parle, je trouve qu'ils sont beaucoup plus avertis. La génération Z et même une partie de la génération Y, elle est complètement concernée par ça. Et ça va être un des premiers critères dans la panoplie des motivations des futurs acheteurs de regarder ça. Alors qu'il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le problème. C'était quelque chose qu'on effleurait à peine et on disait oui, ça existe, mais on s'en fout. Aujourd'hui, c'est une vraie considération parce qu'il y a une urgence vis-à-vis de tout ça. Et là, nos ados, nos enfants d'aujourd'hui sont nos acheteurs de demain et ce sont eux qui seront justement hyper sensibles par rapport à ça. Tout à fait. Ils voudront plus se rendre complices finalement d'un habitat qui est un des premiers pollueurs aujourd'hui en France, l'industrie du bâtiment. Ils voudront plus se rendre complices et ils savent très bien qu'en consommant, finalement, ils se rendent complices de ce truc-là et ils seront beaucoup plus alertes effectivement sur leur manière de consommer. Par contre, je ne sais pas quel type d'habitat en 2050. On n'a pas parlé du logement en 2050. Est-ce qu'on parle d'habitat modulaire? Est-ce qu'on parle d'habitat évolutif? Il y a beaucoup de prospectives qui se font sur notre capacité demain à déplacer des murs, à faire évoluer nos habitats en fonction de nos besoins. J'ai besoin de m'agrandir, j'ai besoin de me réduire, etc. On sait qu'il y a encore a priori 70% du parc immobilier, 70% qui sera le même en 2050 que celui d'aujourd'hui. Donc on a à peu près 30% du parc qui sera nouveau. Est-ce que ce parc-là sera évolutif? Ça fait partie des choses... Quid de la maison individuelle aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à être demandé, sachant qu'on en a parlé il y a pas longtemps. Il y a eu des sorties médiatiques là-dessus. Mais en réalité, oui, se pose la question de quel sera l'habitat demain. Moi, j'aime beaucoup ce qui s'est dit autour de cette table ronde et je retiens une seule chose, c'est que l'agent immobilier, il doit se former. Il doit se former à la technologie. Il doit se former au métier de professionnel de l'immobilier et tout ce qui touche autour pour donner cette illusion de facilité, parce qu'il doit maîtriser sur le bout des doigts. Là-dessus, il doit accompagner le professionnel de l'immobilier. Il doit être sensibilisé à une chose aussi, c'est à la solidarité, à lutter contre le mal logement. Et moi, je voulais qu'on finisse, si possible, ce plateau télé sur ce que tu fais. Isabelle, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et j'ai une question qui est très simple parce que je me pose vraiment la question. C'est en quoi ça consiste aujourd'hui sur le Rent, la journée solidarité logement, et comment les gens qui nous écoutent peuvent contribuer au succès de cette journée? Alors, la journée, c'est un point d'orgue de notre fondation que tous les jours, c'est donner rendez-vous aux professionnels de l'immobilier et aux particuliers qui veulent contribuer. Et aujourd'hui particulièrement, le mal logement, ça existe tous les jours. C'est compliqué de tous les jours de penser au mal logement et de rassembler une profession autour de ça. Et en fait, on a décidé de faire une journée dédiée par an. Et aujourd'hui, ceux qui veulent faire des dons, les entreprises, les agents immobiliers, mais les particuliers qui nous écoutent aussi, qui veulent faire un don, voilà, comme je disais au départ, on va aider un centre d'accueil là pour les enfants. Et c'est voilà, on doit récolter des fonds à hauteur de 45 000 €. C'est un challenge que je me suis fixé aujourd'hui. Okay. J'espère qu'on va l'atteindre. Et juste très concrètement, pour faire un don, donc il y a tous ceux qui sont devant nous
Ils peuvent aller sur le. Vous avez Comment un ils stand, font, j'imagine. Oui, alors il y a un et stand. Alors je connais pas le numéro parce qu'on va me tuer, mais parce que on depuis ce vous matin, donnera j'ai le numéro. Venez chez Imo2, Voilà, on par vous contre, indique. vous allez Imo2, sur c'est juste là. fondation-ilogiou.fr Voilà. et vous avez possibilité de faire un don. Je sais qu'un don, c'est un don du cœur, mais il faut savoir aussi que pour les entreprises, et c'est pas négligeable, c'est quelque chose de défiscalisable et que, croyez-nous, on en a besoin. Et c'est juste, on est content de faire ça. Toutes les personnes qui actent et qui œuvrent pour la Fondation iLogiou sont des bénévoles. Et voilà, c'est bien qu'on ait des résultats et que, voilà, on Et ça soit... finance un projet concret Toujours. qui est défini. Et moi, c'est ça que j'aime chez vous. C'est pas on fait un don, on sait pas où l'argent Voilà, va. non. C'est chaque année, il y a un objectif de financement d'un projet ultra concret qui est mené durant hyper l'année. concret, et il faut qu'on n'a pas, on est très heureux parce que c'était quelque chose qu'on voulait absolument faire, et on sait que structurellement une fondation ça coûte de l'argent. Pas chez nous. On a réussi à faire en sorte que 99% des dons qui sont collectés par la Fondation iLogiou soient reversés intégralement à l'œuvre qu'on a décidé d'aider. Donc ça, c'est hyper important. Et autre chose, on ne finance pas de projet, on ne finance pas d'accompagnement social. On finance du dur, toujours. Quand on dit apportez votre brique à l'édifice, c'est vraiment quelque chose. Et une brique, on peut l'identifier, on peut la tracer. Et voilà, la Fondation iLogiou, c'est ça. Et croyez-moi, on a besoin du soutien de tout le monde. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Pour finaliser, tous ceux qui nous regardent, vous tapez Fondation iLogiou sur Google, c'est le premier lien, vous allez dessus si vous avez envie de lutter contre le mal logement et d'aider dans cette démarche-là. On va parler de mieux logement parce qu'on a un côté positif dans iLogiou, c'est beaucoup de générosité, de couleur, voilà, c'est de dire on va prendre le logement à contre-pied puis on va parler du mieux logement pour tous en fait. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On ne sait pas où est le technicien, mais juste un truc, vous devriez peut-être penser à vendre les droits du sujet de ce jour à Netflix parce qu'il y a un vrai truc, pour Black Mirror par exemple, je pense que l'immobilier en 2050 avec tout ce qu'on vient de dire, il y a un vrai sujet. Pas un Black Mirror, mais quelque chose de plus optimiste. White Mirror. On va bosser sur un sujet White Mirror là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis très bientôt sur Et merci de nous avoir donné la parole surtout. Merci beaucoup. Ça faisait plaisir de réunir cette table. Chez Romain Cartier, qui est une marque Et oui, merci aux organisateurs du Rent aussi de nous avoir donné l'opportunité de monter cette émission. Au revoir. Merci. Au revoir.